Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon associé Guillaume. Toujours là, ça va ? Oui, et toi Guillaume ? Ouais. Tu m'as apporté une nouvelle assez ouf ce week-end. Apparemment, on traîne de fou en Tunisie. Oui, exactement. J'ai reçu un mail de notre cher site de podcast pour nous dire qu'on était premier dans la catégorie livre en Tunisie, ce qui est pas mal. Donc, on s'y attendait pas. On s'attendait pas d'ailleurs. On se doutait pas d'ailleurs qu'on avait autant d'auditeurs outre-France, quoi. Donc, ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de nouvelles. Ouais, on passe le salam à nos refs de Tunisie. Ça fait super plaisir, les gars. Et puis, on espère que vous apprécierez, mais ouais, franchement, ça nous fait plaisir de voir que, non, mais premier dans la catégorie livre, quand même, ça le fait, hein. Ça fait plaisir. Ok. Donc, c'est parti, Guillaume. On peut commencer à parler de ce chapitre. Ok. Donc, dans ce chapitre, on retrouve Catelyn, et l'heure du procès de Tyrion approche à grands pas, et Roderick Cassel vient lui annoncer une nouvelle de la plus haute importance. Jaime Lannister amasse ses troupes à Castral Rock, et Edmure Tully, le frère de Catelyn, en fait de même à Vivzeg. Brynden Tully, qui on le rappelle est surnommé le Silure, décide alors de défendre les Conflans avec son neveu et de quitter le Val d'Arin. Il va profiter du départ de Catelyn pour ne pas prendre la route de l'Est seul. À l'heure du duel, Ser Vardis, vêtu de son armure de plate, affronte un Bronn presque nu par comparaison, et il sera vaincu par le Reître, faisant de Tyrion un homme libre, mais devant regagner sa maison par ses propres moyens, sachant que la route est semée d'embûches. Ok. Merci Guillaume. De rien. Allez, c'est parti. Donc, le chapitre débute par une contemplation, et c'est le cas de le dire, une véritable contemplation du paysage du Val d'Arin par Catelyn. On y découvre l'histoire d'Alyssa, pour qui a été nommé le torrent les larmes d'Alyssa. Donc je crois qu'on l'avait vu, dans le chapitre de l'arrivée de Catelyn dans le Val. Ouais, rapidement. Donc cette Alyssa avait vu il y a 6000 ans son mari et ses frères, ses enfants tués devant elle, mais n'avait pas versé de larmes. Alors juste avant de passer à la suite, donc du coup il y a 6000 ans. Je crois qu'on n'a pas eu d'indication temporelle jusqu'à maintenant. Peut-être à chaque fois on nous disait il y a des milliers d'années ou quelque chose comme ça. Il y a pas une question de 8000 ans pour les autres ? Ah ouais ? Je me rappelle pas du tout. Je crois qu'il y a une question de 8000 ans, mais je suis pas sûr. Ok, bah vas-y, on cherchera juste après et puis on verra ça au cours en fin d'épisode, mais d'accord. Et donc en gros, en fait les larmes d'Alyssa ça a été nommé parce qu'elle n'avait pas versé de larmes, mais le plus terrible du coup c'est que aucune des gouttes de ce torrent censée représenter ses larmes n'atteint le fond de la vallée où ses proches reposent à présent. Donc on voit bien le world building qui sert pas à grand chose, mais c'est quand même du world building, ouais. Tu vois. Mais le temps est à la guerre et non à la contemplation. Roderick Cassel informe Catelyn que le régicide Jaime Lannister amassait des troupes à Casterly Rock. De ce fait, Edmure Tully, le fils du sire de Vivzeg et frère de Catelyn, a ordonné aux lords Vance et Piper de monter la garde près de la Dent d'Or. Alors, si on regarde bien où se trouve la Dent d'Or, en fait, c'est assez proche de la frontière entre le Conflans. Donc, le Conflans, c'est la terre de Tully, en fait, et les terres de l'Ouest, donc la terre des Lannister. On connaît deux membres des maisons Vance et Piper dans les appendices. Est-ce que t'as noté ça, Guillaume ? J'ai pas du tout regardé. Alors, on a Sir Carrie Vance et Sir Mark Piper, donc tous les deux banneraient de Hoster Tully. Par contre, on ne sait pas de quel fief ils sont les seigneurs. D'accord. En revanche, Catelyn n'a pas de nouvelles de son père, donc Hoster Tully, le sire de Vivzeg, ce qui l'inquiète, car le fait que c'est son frère Edmure qui s'occupe de la défense de Vivzeg indique que son père va au plus mal. Après cette entrevue, Catelyn se sent assez remontée contre sa sœur, premièrement car on ne l'a pas réveillée à l'arrivée du message, et deuxièmement à cause du sort réservé à Tyrion, qui s'est joué de sa sœur selon elle. Catelyn veut rentrer au plus vite à Winterfell auprès de ses fils, en prenant le bateau par Goéville. Alors, Goéville, si on regarde sur la carte, en gros, c'est une ville qui se situe juste au sud du Val d'Arin. C'est une ville située sur la côte
donc forcément une ville portuaire. Et lorsque Roderick Castle se retire, Kathleen pense à sa sœur, qu'elle n'est plus la jeune fille avec qui elle a grandi à Vivzeg, mais possède maintenant énormément de défauts, en appuyant particulièrement sur le fait qu'elle soit lunatique. Donc ça, on avait déjà parlé du comportement de sa sœur à Kathleen. Toi, tu l'avais décrit comme folle. Ouais, cinglé. Ouais. Moi, je pense que lunatique, c'est plus un bon mot, quand même. Parce que folle, ça vraiment, tu sais, elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle est plus, lunatique. Ou hystérique, quelque chose comme ça. Ouais, bon, affolé, hein, on a affolé. Mais oui, non, mais je pense que Kathleen a fait une bonne introspection, du coup, c'est pas une introspection, mais a un bon avis sur ce qu'est devenu sa sœur. Ouais. Kathleen et son oncle Brynden Tully en avaient assez de Lysa, sachant que lui aussi prenait cet incident avec Tyrion pour une farce. Mais le plus grave était que Lysa avait refusé d'envoyer des chevaliers du Val consolider la défense du Conflent et voulait garder son oncle et donc ses chevaliers auprès d'elle. Ouais, c'est abusé quand même, c'est sa famille, non? C'est fou. Ouais, c'est grave. Après, je pense qu'elle est crainte. Elle est tellement affolée pour la sécurité de son fils que... Ouais. Mais du coup, les Aériens, ils sont imprenables ou ils sont pas imprenables, tu vois? Ouais, tu vois, elle est pas logique, tu vois. Si, non, mais ils sont imprenables avec des chevaliers. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on leur jette. Ouais, mais genre, elle a dit même pas un soldat, je t'envoie même pas un soldat là-bas, tu vois. C'est abusé. C'est vrai qu'après, on connaît pas trop... Ouais, l'effectif des chevaliers du Val. Parce que 1000 hommes, normalement, pour un territoire aussi grand que le Val d'Arin, ça me semble pas être... Tu vois... non, ouais, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Je pense que... normalement, une grande maison comme ça, ils peuvent amasser des soldats par dizaines de milliers. Oui, je pense qu'ils doivent en avoir entre 30 et 50 000, quelque chose comme ça. Ouais, franchement, ne pas vouloir détacher 1000 soldats, c'est quand même... c'est qu'il y a un vrai problème quand même en termes de... Affolé, comme tu dis. Hein. Affolé, ouais. Brynden Tully a alors démissionné, parce que même si il est le Silure, il n'en reste pas moins un Tully. Et ouais, c'est ce que tu dis, c'est que ça a famille quand même. C'est-à-dire qu'il y a son frère, il y a son père qui est en danger, et ouais, il cherche même pas à les aider. Donc c'est ouais, Lysa est particulière. Kathleen proposa alors à Brynden de l'accompagner pour Winterfell, où elle pourra lui donner les hommes qu'il voudrait pour défendre Vivzeg. Ce qui est assez étrange, parce qu'en fait, Kathleen n'a aucune autorité sur les hommes de Winterfell. Hein. Bien que ça soit la femme de Ned Stark, elle peut pas prendre de décision oui, mais en bon, elle-même. Elle dit à Robb, vas-y. Ah ouais. Mais non, oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a pas d'autorité propre, en fait. Ouais, elle a pas de vraie autorité, mais je pense que elle a réfléchi par extension. Elle se dit que, en toute logique, elle est capable de faire détacher une partie des hommes de Winterfell. Kathleen se rend ensuite dans les appartements de Lysa, qui comprenaient un jardin, initialement conçu pour être un bois sacré, mais les aériers se tenant sur la roche, en barral n'avaient jamais pu y pousser. Donc Guillaume, est-ce que tu peux rappeler la particularité des bois sacrés à Westeros? À Westeros? Donc, déjà, un bois sacré, c'est censé être un lieu de culte pour vénérer les anciens dieux. Traditionnellement, on y met un arbre au cœur, qui, est traditionnellement un barral, sauf que tous les barrals ont été, dans le sud en tout cas, ont été coupés, sauf dans un seul endroit qui s'appelle l'île aux Faces, gardé par les hommes verts. Il me semble, je sais plus, on avait dit que c'était pas un barral, mais ils avaient remplacé par un autre arbre. C'est ça. Ouais. Et donc en gros, maintenant dans le sud, en fait, il y a encore des bois sacrés, sauf que c'est plus des barrals, c'est ça peut être des chênes, oui, voilà. N'importe quel arbre quoi. Mais c'est plus un lieu, dans le sud en tout cas, c'est pas un lieu de culte pour les anciens dieux, vu qu'ils prient les nouveaux dieux, la religion des Sept, c'est plus un lieu d'aisance maintenant. Ah ouais. C'est pas pour accueillir des gens du Nord qui veulent. Oh oui, ils peuvent. Oui. Ça peut servir quand même aussi comme lieu de culte, hein. Ouais. Mais je veux dire, pour les gens du Sud qui ne prient pas les anciens dieux, ça sert comme lieu d'aisance. Un lieu d'aisance, ils sont en train de blasphémer. Enfin, ils sont en train de souiller un lieu sacré, non? Non, mais t'imagines, genre, si, à côté de chez moi, genre, il y a une mosquée, mais ça va, elle est pas trop utilisée. Ça devient un lieu d'aisance pour moi. Non, mais après, c'est pas un lieu de dépravation non plus. Ils lisent,
ils discutent, ils prennent le thé, quelque chose comme ça, quoi. Moi, je suis pas sûr que j'apprécie s'il y a un mec genre dans un lieu sacré, genre il vient, il fait sa vie, il regarde Netflix, tu vois, je sais pas. Tu vois ce que tu veux dire. Tu vois le délire. Après, je me dis, bon, comme il n'y a pas de Baral, ça se trouve, c'est vraiment le Baral en lui-même et tout qui représentait la religion des anciens dieux, tu vois. Vu qu'on sait que ils ont été sculptés par les enfants de la forêt, donc, bon, c'est un lien avec le mystique, c'est quelque chose comme ça. Voilà, avec un chêne. Ouais, bon, ok. Mais je vois ce que tu veux dire, hein. Je pense en vérité, je suis d'accord avec toi. C'est un peu chaud. Et du coup, alors, si on essaie de faire une sorte de déduction un peu chelou. Parce que on nous dit que à l'origine le jardin là dans les appartements de Lisa était fait pour abriter un bois sacré. Et on nous dit aussi que malgré tout le humus qu'on a apporté, jamais un Baral n'a pu y pousser. Mais du coup, est-ce que ça voudrait pas dire que les Arryn descendent des premiers hommes, vu qu'ils ont essayé de faire pousser un Baral dans un bois sacré? Ouais. Enfin, comme ça et tout, je le vois de façon logique, mais peut-être qu'il y a quelque chose que je vois pas, ou peut-être qu'ils ont juste voulu construire un bois sacré avec un Baral, mais que ils prient pas les premiers hommes, parce qu'il serait chelou quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on sait pas trop pourquoi ils ont voulu y mettre un Baral, quoi. C'est vrai qu'on sait que les Stark descendent des premiers hommes, mais on n'a pas trop d'informations sur tous les autres peuples de Westeros. Enfin, toutes les autres familles, en tout cas. On sait qu'à Dorne, bon, c'est particulier. Oui, alors non, oui, pardon, on sait qu'à Dorne, oui, t'as raison, ils viennent d'Erroena. Donc, oui, eux, par contre, on sait qu'ils descendent pas des premiers hommes. Mais après, ouais, non, on sait pas trop. Hein. Non. Ah si, par contre, pardon. Je crois que c'est dit que l'âne le futé, celui qui descendent les Lannister là, il était aussi connu que Brandon le bâtisseur ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je crois qu'on a une information comme ça en tout cas, le fait que l'âne le futé, il vient il descend d'il y a très très longtemps, quoi. D'accord. Enfin bon. Catelyn se trouve bien gênée au spectacle qui se prépare pour le duel judiciaire de Tyrion, que son oncle Brynden Tully qualifie même de carnaval. Elle y voit Lysa, tout apprêtée, et entourée de ses soupirants, deux particulièrement, Lord Eon Venner et Sir Lincoln Bray. Alors je dis Lord Eon Venner, ça on l'a déjà précisé dans le dernier épisode, en fait ça n'a pas encore été traduit, parce que c'est Lord Hunter dans le texte sûrement que vous avez chez Pygmalion ou chez J'ai lu, mais ça va être traduit plus tard par Lord Eon Venner. Mais ces deux-là avaient leurs défauts. Lord Eon Venner était vieux, goûteux, voire infirme, et il avait 3 fils qu'on disait querelleurs et cupides. Lincoln Bray, quant à lui, était certes l'héritier de sa maison, mais une maison pauvre, et les rumeurs disaient que les hommes étaient peut-être plus à son goût. Que l'ancienneté n'avait d'égal que la dèche. J'adore le... ça sonne ultra moderne, genre. C'est bizarre. Après, peut-être que Dèche, c'est un ouais, ça, je pense que c'est un mot ancien, mais on l'utilise de ouf. Interpellant Lysa à l'oreille de tous, Catelyn l'alerte sur ce qui va se produire. D'une part, si Tyrion meurt, il n'aura plus de valeur, et cela attisera les flammes de la guerre. D'autre part, le champion de Tyrion, Bronn, était très agile selon elle, et pourrait vaincre. Mais Catelyn ne se fit ni écouter par Lysa, qui pensait encore que Tyrion avait assassiné Jon Arryn, ni par ses chevaliers soupirants, cherchant tous à charmer la dame du Val d'Arryn, que ce soit Lincoln Bray, Eon Venner ou Morton Vanbois. Alors, est-ce que tu te souviens de la famille Vanbois, Guillaume? Wayne Wood, et celui qui avait accueilli Catelyn dans le Val était un Wayne Wood. Ouais, c'est ça, Donnel Vanbois. Ouais. Et c'est tous les deux les fils, de celle qui est la chérante de la maison Vanbois et qui est veuve, qui s'appelle Anya Vanbois. Ouais. En aparté, Roderick questionne Catelyn sur la culpabilité de Tyrion dans la mort de Jon Arryn. Elle lui répond qu'elle est sûre que c'est un Lannister, mais alors du coup, Catelyn elle est sûre que c'est un Lannister, mais sur quel fondement?
Alors ça, à part la lettre qu'elle a reçue de Lisa, mais elle voit bien que Lisa elle est pas très fiable là. Ouais. Elle a aucune raison de penser que c'est les Lannister qui ont tué Jon Arryn. Et, elle est sûre, elle se trompe Après, encore, hein. Ça se trouve il y a quelque chose qu'on a zappé là, que j'ai zappé quand j'écrivais mes notes, mais je crois pas qu'il y a de raison pour laquelle Catelyn puisse penser que les Lannister ont assassiné Jon Arryn. Non, il y a aucune raison, franchement. Donc c'est sûr, c'est juste sur son intuition. Franchement, elle a rien à y gagner, genre. De son point de vue, les Lannister avaient rien à gagner à tuer Jon Arryn. Ouais. Parce que, elle a aucune idée de l'histoire des bâtards. Tuer Jon Arryn revenait à mettre Ned en tant que main. Elle a aucune raison, ouais. Ouais, non, mais je comprends pas pourquoi elle est si sûre de cela. Enfin bon. Et elle est aussi sûre que c'est le poison qui a aidé à tuer Jon Arryn parce que la mort était bien trop naturelle. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, Catelyn, elle devine des trucs, mais alors qu'elle a aucun fondement pour savoir, mais par contre, c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire qu'elle savait, par exemple, je crois qu'elle se doutait que c'était un des Lannister qui avait fait chuter Bran, mais par contre, il y avait aucune raison pour laquelle on pouvait penser que c'était un Lannister, quoi. Ouais, à part le fait que, il y avait soit des Lannister, des Baratheon ou des Stark, hein. Ouais. Mais je veux dire, un des trois Lannister, quoi. Soit Cersei, ouais. Soit Jaime, soit Tyrion. Ouais. Mais bon, quant à savoir si c'était vraiment Tyrion qui avait tué Jon Arryn, là, elle se pose la question. Parce que Lisa certifiait que c'était Cersei, mais c'est Tyrion qu'elle a sous la main à présent, et sûrement Lisa ne veut pas le laisser partir. Bref, ils s'inquiètent tous deux ensemble alors du fils de Lisa, Robert Arryn. Roderick Cassel avançant même qu'il faudrait l'éloigner de la mer afin qu'il puisse grandir convenablement. Maître Coleman, le maître des Arryn, intervient alors pour confirmer ses dires. D'ailleurs, il affirme que Jon Arryn voulait envoyer son fils à Père-Dragon pour y faire pupille. Catelyn réfute. C'est à Casterly Rock qu'on devait l'y envoyer, et c'est après la mort de Jon Arryn que cela a été discuté. Alors du coup, Guillaume, est-ce que tu te rappelles pourquoi ces deux versions existent ? Parce que je pense que c'est la version officielle, c'est que il devait l'envoyer à Tywin, mais ils ont fini par Jon Arryn a fini par refuser. Non, alors non, justement, parce que cette conversation, ça a été fait après la mort de Jon Arryn. Ouais. En gros, c'est vrai. Ah oui, il devait être envoyé chez Tywin, mais Lisa s'est barrée aux Airiers avec son fils, c'est ça ? C'est ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je te rappelle quand c'était Jorah Cassel qui avait interrogé le reste des servants de Jon Arryn qui étaient restés à Port-Réal. Ouais. Et je crois que c'était quand il avait interrogé les chansons de Jon Arryn, les chansons, quelque chose comme ça, qui lui avait dit qu'en gros, oui, Jon Arryn voulait envoyer son fils à Père-Dragon pour lui faire adopter là-bas, comme le maître Coleman le dit. Donc c'est pour ça qu'il est au courant, parce que bon, maître Coleman il était assez proche de Jon Arryn quand il était à Port-Réal. Mais bon, ça s'est pas fait, justement. Bon, Jon Arryn il est mort entre-temps, dommage. Et après la mort, en fait, comment on l'a pris nous, c'est que c'est lors de la première conversation entre Ned et Robert, et Robert lui dit, tu sais, quand ils sont dans la crypte, Robert lui dit que en fait il voulait envoyer Robert Arryn à Casterly Rock, chez Tywin Lannister, mais que Lisa avait refusé, et elle s'était barrée directement après aux Airiers. D'accord. Donc je pense que si Jon Arryn était au courant de l'histoire des bâtards probables des Lannister, il avait pas du tout confiance, en tout cas aux Lannister, et en tout cas il voulait confier à quelqu'un, la seule personne dont il avait confiance c'était Stannis visiblement. Et après sûrement peut-être que Tywin voulait lui. Après il pouvait l'envoyer chez les Stark, il pouvait l'envoyer chez Ned dans l'époque. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais bon, et on s'était aussi posé la question la dernière fois, je me rappelle, de pourquoi pourquoi on devait envoyer Robert Arryn chez Tywin Lannister. Je pense que c'est limite que Tywin Lannister voulait lui-même prendre Robert Arryn pour pupille. Pourquoi ? Parce que ça lui servirait d'otage en fait. Ouais, mais est-ce que Tywin il était au courant des manigances de Jon Arryn ? C'est possible, hein ? Là, c'est fort possible. C'est fort possible. Mais après, si ou Tywin... plutôt de Lisa, parce que Jon Arryn, au moment où ça a été discuté, il est mort. Ouais. Donc c'est plus qu'il avait peur de Lisa. Alors, bon, en tout cas, non, si on y réfléchit, en fait,
il voulait prendre comme pupille en fait l'héritier des Zériers, et puis qu'il est totalement sous son contrôle, parce qu'en vérité maintenant, au moment où Jon Arryn est mort, Robert Arryn il a quoi, je sais pas quel âge il a, mais c'est un enfant, il est fragile, donc en le prenant sous son aile, il prend en fait sous son aile le Val d'Arryn complètement. Clairement. Donc en fait, sûrement que c'était par intérêt qu'il voulait prendre Robert Arryn sous son aile. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on suppose. Hein. Après, on peut se tromper, mais... En tout cas, c'est ce qui sonne plausible. Mais l'heure était à présent au combat. Les champions, Ser Vardis Egen et de l'autre côté Bronn, ainsi que Tyrion, entrèrent sur scène. Le premier, Ser Vardis, était habillé tout en cape comme un chevalier avec une armure. Le premier, Ser Vardis, était habillé tout en cape comme un chevalier, avec une armure, un casque, une côte de mailles, un bouclier, etc. Tandis que Bronn n'avait presque rien sur lui. On entendait toujours Robert Arryn dans le fond vouloir faire voler vouloir faire voler Tyrion, mais il fallait attendre la fin du duel judiciaire. Ça fait un peu tank versus DPS, tu sais, un truc de jeu, tu vois de quoi je parle? Non. Un truc de jeu de rôle, tu sais, ta fiche perso, il y en a un, il prend le tank avec le paladin, tu vois, et l'autre qui prend le voleur, DPS, tu vois. Le combat est alors engagé. Mais pas comme on l'espérait. En fait, Bronn ne fait qu'éviter les assauts de Ser Vardis, essayant de l'épuiser sous sa lourde armure. Catelyn repense alors à un autre duel judiciaire auquel elle a assisté. En fait, non, c'était pas un duel judiciaire, c'est juste un autre duel auquel elle a assisté entre Peter Baelish, dit Littlefinger, contre Brandon Stark, son promis à cette époque. Donc vas-y, Guillaume, je te laisse rappeler cette histoire dont on a déjà eu le récit dans un des chapitres de Catelyn, et nous dire ce qu'ajoute ce chapitre. Bah, ce qu'on sait, c'est que, bon, on sait que Peter Baelish a plus qu'une admiration, voue un amour inconditionnel à Catelyn, et qu'à l'époque, quand Brandon était annoncé comme promis de Catelyn, il a provoqué Brandon en duel. Et là, on voit que il s'est littéralement fait casser la gueule, quoi. Enfin, on le savait déjà, mais là, on a plus de détails. Et que, en tout cas, Brandon essayait de le faire forcer à capituler, mais il restait tenace. Et Brandon a fini par lui infliger une blessure si profonde qu'il a fini par s'évanouir, en fait. Ouais. Et donc, il est resté en convalescence pendant genre 15 jours. Ouais. Et Catelyn était interdit d'être à son chevet. Et Edmure est venu, mais vu que Edmure a servi d'écuyer à Brandon, Pétire Littlefinger a dégagé Edmure, quoi. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que Lysa, elle, par contre, elle était pas interdite de venir voir Littlefinger, et elle s'est joint au maître afin de lui procurer des guérisons, quoi. Ouais. Mais ouais. Donc ça fait, je crois que c'est la première fois qu'on a un peu, un aperçu de l'attitude ou du comportement de Brandon Stark, le frère de Ned. Ça qui paraît assez juste, assez fort aussi, mais je sais pas, il a pas l'air froid comme, il a l'air quand même on sait pas, on sait que c'est quand même Catelyn qui lui avait demandé de ne pas trop la mocher, quoi. Ouais. Parce qu'elle tenait quand même Littlefinger en affection. Ah, donc du coup, sans l'intervention de Catelyn. Mais on sait pas, franchement, sans l'intervention de Catelyn, on n'a aucune idée. On sait juste qu'au moins il était assez, il avait pour principe, il respectait la parole de sa parole, et il a écouté sa promise. Il a fait en sorte, il a fini par la mocher, mais il capitulait pas aussi. Ouais. Même Littlefinger, il était prêt à mourir, ouais, c'est ça, il était vachement, je pensais pas, en fait. Je pensais que vraiment ça aurait été les gens et tout à abandonner directement, surtout que un combat qui était assez déséquilibré. On nous dit que Brandon, il avait 20 ans à l'époque, Littlefinger 15. Mais en fait, non, il a été assez persistant, Littlefinger. Donc ça se voit qu'il tenait vachement à Catelyn. Ouais. Le combat se continue alors, et le plan de Bronn porte enfin ses fruits. Ser Vardis Egen fatigue et se fait blesser de nombreuses fois par Bronn.
les spectateurs sont en train de comprendre qu'il est en train de perdre. Sauf Lisa, qui réclame à son champion que ce duel s'achève. Cherchant dans l'énergie du désespoir, Sir Vardis entreprit une charge brutale, mais Bronn se faufila hors de portée. Le reître renversa alors la statue d'Alyssa, se trouvant dans le jardin des appartements de Lisa, sur Sir Vardis et l'immobilisa. Il lui enfonça alors son épée, et c'est ainsi que Sir Vardis Egen périt. Ouais. Ah là là. Une belle mort. Mais la mort, je crois que la mort dans la série, elle me fume, hein. Parce que... je me rappelle plus très bien. En fait, dans la série, ils combattent pas dehors, ils combattent dans l'enceinte des Aériers, avec la porte de la lune qui est ouverte. Mm-hmm. Et donc, tu sais, il se met dans le public, il jette les gens sur Vardis et tout. Mm-hmm. Et il finit par réussir à faire tomber Vardis par la porte de la lune. Ok. Et t'as Lisa qui lui fait tu combats sans honneur, et il regarde le trou, il fait lui il combattait avec honneur. Ah putain. Et là ça m'a fumé, genre lui voilà. Mais c'est vrai que Bronn il paraît un peu plus... Moi je me rappelle que Bronn il paraissait un peu plus drôle quand même dans la série que dans le livre. Voilà, il paraît quand même vraiment comme pas un rustre, mais voilà quoi, un reître pur et dur. Non, mais je trouve il est incroyable. Bronn il est incroyable dans la série. Il a un charisme, c'est incroyable. Mais oui, on voit bien que c'est un mec, il en a rien à foutre de l'honneur. Ce qui compte, c'est être efficace, efficace, bouclier, machin, plate. Rien à foutre. C'est rien à foutre. Si ça lui sert pas, quoi. Il doit. C'est un bon combattant aussi après. Quoi ? C'est un bon combattant. Oui, c'est un très très bon combattant même. Robert Reed n'aura pas l'occasion de faire voler Tyrion Lannister. Lady Lisa demande alors à ses gardes d'escorter Tyrion et Bronn jusqu'à la porte sanglante et qu'on les libère sur la grande route. Tout ça avec un sourire en coin. Car tous savaient ici ce qui les attendait là-bas. Donc, les clans des montagnes, les sphinx ou les lynx, pardon. Les lynx, les sphinx. Les sphinx, ils vont poser des énigmes et tout. Je sais aussi, ça paraît bizarre quand même qu'il y ait des sphinx et tout. Bon, et donc voilà. Donc le duel judiciaire, les dieux ont décidé que Tyrion était innocent. Et c'est le cas. Donc mais je me dis Gregor Clegane, lui il peut faire ce qu'il veut, il demande un duel judiciaire, il gagne à tous les coups, genre il peut faire tous les crimes qu'il veut, non? C'est quoi ce délire? Ouais, grave. Genre si tu peux demander un duel judiciaire pour un meurtre, pour tout et n'importe quoi, ouais. Pour tout et n'importe quoi, bah je suis Gregor Clegane, je nique tout le monde, je fais ce que je veux, duel judiciaire, je gagne, c'est fini. Ouais, non, c'est vrai, hein. Bah, faudrait quelqu'un qui soit aussi fort que Gregor Clegane. Bah c'est ça s'appelle compliqué. Ah, Loras Tyrell, il l'a bien démonté, hein, au tournoi de la mort. Ouais, mais il avait une histoire de jument en chaleur, des talons en chaleur et tout, hein. Ouais. Il y avait cette histoire. Bah, c'est une rumeur, après. Et encore, c'est qu'un tournoi à la lance, hein. C'est pas un truc à mano à mano. Ouais, c'est pas un combat singulier, ouais. Faudrait voir, ouais. Bon, en tout cas, voilà. On va terminer pour ce chapitre. On espère qu'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre podcast, et si vous l'aimez, le noter ou le commenter. Et on est aussi assez réactif par mail. Enfin, voilà. À la prochaine. À la prochaine pour un chapitre de Jon. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Jon.